Chaque chute, c'est une occasion de se relever plus fort, plus déterminé, prêt à écrire une nouvelle page de son histoire. Aujourd'hui, dans votre podcast Une histoire inspirante, on reçoit Nafanta. Nafanta, c'est une entrepreneure. Elle a démarré l'entrepreneuriat par une marque de vêtements. Aujourd'hui, elle est également à la tête d'une académie où elle forme des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs. Elle est également à la tête d'une ONG qui a pour but de venir en aide aux orphelins en Guinée, sur le territoire national. Pour découvrir son parcours inspirant, on se dit à tout de suite dans votre podcast Une histoire inspirante, le podcast où on vous raconte l'histoire de personnes inspirantes. Ce contenu est produit par Starter Productions. Sur le chemin de la réussite, chaque individu rencontre des moments d'incertitude, de crainte, de difficulté, de moments de doute et de nuits sans sommeil. Cependant, au cœur de cette obscurité, une lueur d'espoir émerge. Une lueur portée par ceux qui ont osé persévérer et bâti quelque chose de solide. Dans cette émission, nous vous dévoilerons des histoires inspirantes de personnes exceptionnelles. Attachez vos ceintures et suivez-nous. Bonjour Nafanta, comment est-ce que tu vas? Ça va, merci, et toi? Ça va, merci. Bienvenue dans ce podcast Une histoire inspirante. Ici, on invite des gens comme toi qui ont un parcours assez inspirant. Le but, c'est que tu racontes ton parcours et que ça puisse inspirer d'autres gens. D'accord, écoute, merci beaucoup pour l'invitation. Et c'est un honneur vraiment pour moi d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en mode ninja. C'est ça. On est ninja, je pense que c'est pas un public, c'est pas, je veux dire, ton public, il n'a pas l'habitude, mais il va falloir s'habituer parce que c'est comme ça. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu caches ton visage? Alors, je cache pas mon visage habituellement, mais là, comme c'est une diffusion qui est un petit peu large et que je ne maîtrise pas, habituellement, je maîtrise un peu mes réseaux sociaux, par exemple sur Snapchat, Instagram et tout, etc., où je suis plutôt en mode faceless. C'est dans un but tout simplement de me préserver parce qu'aujourd'hui, voilà, quand on n'a pas le contrôle de son image, on ne sait pas où ça part. Et voilà, je reste quand même assez à cheval sur le fait de me préserver un minimum. Voilà. Sur ton image, quoi. Sur mon image, sur voilà, le côté un petit peu aussi, on n'est pas censé non plus s'exposer. Et voilà, le but, c'est que cette vidéo, elle fasse des millions de vues, mais pas que mon visage soit vu des millions de fois. Qu'elle soit surtout écoutée. Exactement. C'est parce que ce que j'ai à dire, c'est plus intéressant que mon visage, voilà. Ça, ok. Est-ce que tu te rappelles comment on s'est connus? Oui, je me rappelle, vu que tu es mon neveu. Et ça fait combien de temps? Ça fait quelques années maintenant. Bon, après, c'est vrai que ta mère et moi, on s'était perdu un peu de vue, etc. Mais je ne saurais pas te dire ça fait combien de temps. Ah ouais. Là, ça fait longtemps. Je me rappelle, moi. Ouais. Je raconte. Ouais. Moi, dans mes souvenirs, c'était en 2016. Ouais. Au moment où j'étais à fond sur ma marque de vêtements en 2 saisons. Ouais. Moi, en fait, à ce moment-là, ce que je faisais, c'est que j'allais voir beaucoup d'artistes, d'influenceurs et tout, pour communiquer. Et un jour, j'étais allé voir le rappeur Mokobe, qui m'avait pas mal boosté sur ses réseaux sociaux. Ok. Et moi, je connaissais ta sœur, je crois. Ouais. Et tu avais repartagé le truc la vidéo de Mokobe qu'il avait fait. Et ta sœur, je crois, elle m'avait envoyé. Et moi, après, je t'ai envoyé un message et tout pour te remercier et tout. Et par la suite, on est resté en contact. Et après, j'ai lancé Starter Productions parce que, quand tu as une marque de vêtements et tout, pour communiquer, c'est chaud. Moi, j'avais mon meilleur pote qui faisait des clips et tout. Il m'accompagnait pas mal dans tout ce qui est production pour mes vidéos. Et quand lui, ça a commencé à exploser pour lui, j'ai dû me débrouiller. Donc, je me suis lancé dans la vidéo. Et après, vu que toi aussi, tu as une marque de vêtements, après, tu as fait appel à nos services pour la vidéo. Je me souviens en tout cas des vidéos, des premières vidéos, on va dire, qualitatives que j'ai pu faire au niveau de Slam Lady. Effectivement, c'était avec Starter Productions, mais ça remonte à 2017 déjà. Ouais, 2017. Ouais, voilà. Donc, ça fait 7 ans. Hein. Ouais. 7 ans. Voilà. Donc, pour la petite histoire, Basekou, c'est un membre de ma famille que je ne connaissais pas forcément. Il s'avère que je suis assez proche quand même avec sa maman, mais on s'était perdu de vue. Et quand j'ai retrouvé mon neveu, c'était dans un tout autre contexte. Donc, en fait, voilà. Donc, il a cette âme entrepreneur que j'ai tout de suite kiffé, sans savoir que c'était un membre de ma famille. Moi, il y a un truc qui est bizarre, c'est que la plupart des gens de ma famille qui sont entrepreneurs, je les ai connus dans le travail. Ouais. Il y en a plein comme ça. Hein. Il y en a plein. Je pense qu'il y en a très peu même que j'ai connus, en tout cas que je côtoie régulièrement, que j'ai connus dans le lieu familial. Ouais. La plupart, c'est dans le monde entrepreneurial. Je pense que c'est parce que tu as commencé hyper jeune
et que bah, voilà, à ton âge, normalement, l'âge en tout cas où on t'a vu entreprendre, c'est l'âge où vous faites les bêtises. Donc du coup, on a cette image-là un peu de nos neveux qui sont à fond dans les bêtises et tout, etc. Et on s'attend pas à avoir un de nos neveux genre hyper sérieux dans ce qu'il fait, voilà, dès son plus jeune âge comme ça, dès 16-17 ans, entreprendre comme ça, je pense que c'est ça qui fait qu'en fait, bah, au fur et à mesure, les gens ils se disent, bah, je savais pas que un tel elle avait un fils qui faisait ça et tout, etc. Tu vois. Et avec du recul, tu penses que c'est bien de commencer tôt? Je pense que oui, c'est bien de commencer tôt. Je pense que le fait de commencer tôt, en fait, ça donne des chances de pouvoir, en fait, bah, se casser la figure et d'apprendre à se relever aussi rapidement. Parce que l'entrepreneuriat, c'est tellement difficile, c'est tellement un parcours en dents de scie que bah, plus tu vas commencer tôt, si en tout cas tu souhaites entreprendre, plus, en fait, tu vas être confronté aux réalités et, en fait, tu vas vite acquérir de l'expérience. Et au bout d'un moment, en fait, dans ton parcours entrepreneurial, c'est l'expérience qui parle. Contrairement peut-être à certains domaines où ça va être peut-être plus bah, les diplômes, etc. Et encore, moi, je suis convaincue que l'école de la vie, elle n'est pas faite de diplômes. Bah, en fait, c'est ça. Je pense que oui, c'est un gros atout aujourd'hui d'avoir commencé tôt. Et dans quelques années, tu pourras te dire vraiment, alhamdoulilah, d'avoir commencé aussi jeune. Inch'Allah. À mon tour, moi aussi, ma nièce, ça va être contente parce qu'à la base, c'était le premier épisode qu'on devait tourner. On n'a pas pu le faire parce que tu avais plein de missions et tout, vu que toi, à la base, tu as une ONG en Guinée et tu viens régulièrement pour ça. Tu n'as pas eu le temps, donc on n'a pas pu le faire. Et elle m'envoyait souvent des messages pour me dire, ah, c'est quand que tu tournes avec Slam Lady? Ah ouais, ça va. Je t'envoie une fois une capture. Oui, c'est vrai, ouais. Donc là, elle va être contente. Ouais, alhamdoulilah, ouais, ça. Du coup, est-ce que déjà tu peux te présenter? Parce que là, les gens, ils savent pas, on parle depuis tout à l'heure. Est-ce que tu peux te présenter pour qu'on comprenne qui t'es? Ok, alors donc moi, c'est Nafanta. De mon vrai prénom, je m'appelle Fanta en réalité. Donc je suis une entrepreneur, donc ça fait un certain temps maintenant que j'entreprends. On va dire très sérieusement depuis 2016-17. Voilà. Donc je suis maman, épouse, j'ai 5 enfants et je suis à la tête du coup voilà, j'ai créé ma marque de vêtements, donc du coup l'année où tu parles, dont on s'est connus, donc c'était fin 2017-18, on va dire. Donc Slam Lady, c'est une marque modestement fashion. Et justement, pour pallier aux problèmes qu'on rencontrait nous beaucoup en France à l'époque, peut-être pas du tout aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le marché, il s'est étendu et il y a beaucoup d'offres sur le marché de la modest fashion. Mais à l'époque, c'est vrai que en termes de vêtements alliant pudeur islamique et du coup quotidien, c'était un peu rare. Donc je m'étais mis sur ce créneau-là, alhamdoulilah. C'est une marque qui a plutôt très très bien fonctionné. Ça a été la première marque éthique musulmane à intégrer un centre régional en France. Ça, c'est une grande victoire parce que vu le rapport des Français au hijab, c'est assez compliqué. Et je suis aussi à la tête d'une ONG qui s'appelle les Orphelins de Guinée, que j'ai créée aussi en 2017, comme son nom l'indique, qui a pour but de venir en aide aux orphelins sur tout le territoire guinéen. Donc ça passe par les orphelinats et structures existantes sur Conakry, et on s'étend sur l'intérieur du pays, Conakry, donc Boké, Kindia, Kamsar, Kolaboui. Voilà, on essaie de repérer un petit peu les orphelinats. Le but, c'est vraiment d'être en collaboration avec l'État, notamment le ministère de l'Enfance et de la Promotion féminine, parce que c'est leur domaine à eux. D'ailleurs, hier, j'ai été reçue par le numéro 2 du gouvernement pour justement un petit peu présenter nos actions en cours et voir comment on peut s'entraider, parce que voilà, c'est l'essence même d'une ONG, c'est d'intervenir là où l'État, en fait, n'a pas la possibilité d'intervenir, d'être vraiment un appui de l'État. Donc voilà pour les orphelins de Guinée. Et il y a de cela bientôt maintenant 3 ans, donc j'ai créé un centre de formation, une académie en ligne qui s'appelle l'Arkan Business School et qui a pour but d'accompagner justement les femmes, précisément les femmes musulmanes, à se lancer dans l'entrepreneuriat tout en gardant ce côté vraiment éthique, nos valeurs telles qu'on nous a demandé d'être en tant que femmes croyantes, accrochées au câble d'Allah. Donc l'Arkan Business School, Arkan parce que ça veut dire pilier, et l'idée c'est d'entreprendre avec les piliers fondamentaux qui sont liés à la religion, du coup à l'islam. Voilà pour la petite présentation. Bravo déjà. Nous, on aime bien voir la finalité de ce que tu as pu faire, mais le but, c'est surtout de comprendre comment tu es arrivé jusque-là, le circuit que tu as pu emprunter et tout. Donc moi, la première question que je pose souvent, c'est dans quel environnement familial tu as grandi? Alors, dans quel environnement familial j'ai grandi? Il faut savoir que moi, je suis l'aînée d'une grande fratrie. J'ai 13 sœurs, j'ai 7 sœurs.
13 sœurs et 5 frères, pardon. Donc, du coup, je suis l'aînée de tout ça. Donc, j'ai grandi dans un mariage totalement polygame, alhamdoulilah, mais totalement aussi épanoui. Parce que mes tantes, elles ont une très, très grande place aujourd'hui dans ma vie. Celles qui m'ont appris énormément de choses sans avoir même l'aval de ma maman, et ça s'est toujours bien passé. Ça ne veut pas dire que, voilà, on va pas débattre sur la polygamie ou quoi que ce soit, mais en tout cas, moi, je suis une enfant issue de polygamie pour laquelle ça s'est très, très, très bien passé. Donc, j'ai eu une enfance vraiment... Tu penses que c'est une bonne chose, la polygamie ? Toutes les lois d'Allah sont des bonnes choses à partir du moment où c'est correctement appliqué. À partir du moment où en fait, il y a des ordres divins, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que dans ça, il y a des bienfaits, on va pas se mentir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ma plus grande fierté, ma plus grande source, entre guillemets, de bonheur ici-bas, c'est ma fratrie. Et on n'aurait pas été si nombreux s'il n'y avait pas eu la polygamie. On n'aurait pas été sous-soudés s'il n'y avait pas un père aussi présent. Et alhamdoulilah, donc je pense que la polygamie bien faite, elle est forcément, elle a des bienfaits, puisque du coup c'est une autorisation directe que Allah Azza wa Jalla, il a donnée aux hommes, et c'est pas pour rien. Par contre, voilà, la polygamie, la plupart du temps, comme elle est appliquée aujourd'hui, ça c'est à revoir. Donc voilà, quand on parle en tout cas de polygamie, moi je parle de la polygamie telle qu'Allah il a autorisée, et je pense sincèrement que c'est un bienfait. Ok. À revoir, qu'est-ce qu'il y a à revoir par exemple ? À revoir, c'est le comportement des frères d'aujourd'hui, de leur raison de vouloir prendre une femme, le fait de ne pas assumer les foyers, le fait de mettre en querelle les femmes entre elles, le fait de délaisser certaines choses et au final de se dire que tu vas te marier que pour une partie et ne pas prendre l'autre partie. Il n'y a pas ce sentiment de justice en fait, il n'y a pas ce sentiment de vouloir réparer, de vouloir un petit peu soulager les maux de la société, alors que la polygamie à la base ça a été créé pour ça, pour soulager les femmes qui sont veuves, divorcées, qui peut-être pour certaines entre co-épouses vont s'entraider, etc. On retrouve plus tout ça dans les foyers. On trouve des guerres de shaytana entre elles, en train de se faire la guerre, en train de s'envoyer partout, etc. Donc forcément, si c'est pour ça, ça intéresse personne. Tu penses que c'est possible à faire aujourd'hui à notre époque de manière bienveillante? Je pense que c'est possible parce que faut toujours garder une bonne opinion de manière générale des gens et on va dire des musulmans de manière générale, mais je pense que c'est très difficile. C'est très difficile avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on voit. Les gens, ils s'exposent, ils montrent ce qu'ils n'ont pas. Et ça devient difficile de se dire que, peut-être que, je sais pas, toi, elle va snapper peut-être un verre, il l'a pas acheté à sa co-épouse, elle va faire semblant que c'est son mari qui lui a acheté, alors qu'elle est partie dépenser son argent. Tu vois, c'est des trucs tout bêtes comme ça qui gâtent les foyers des musulmans aujourd'hui. Et on n'arrive pas à rester concentré, à faire attention. Et je pense que la paix même d'un homme aujourd'hui, elle est dans le mariage monogame. Et c'est dommage. Ah ouais. C'est dommage parce qu'il a ces droits-là. Et il suffit simplement en fait, d'appliquer simplement ce qui a été prescrit et de s'efforcer. Tu ne peux peut-être pas aimer deux personnes à la fois, mais tu peux être juste. Ok. Ouais. Tu penses que c'est impossible d'aimer deux personnes à la fois? Pour nous, femmes, c'est impossible. Pour les hommes, je sais pas. Je suis une femme. Pour moi, je suis persuadée que tu auras forcément un amour plus fort pour l'une pour l'autre. Mais si tu es juste, ça va pas se ressentir. Du côté de la femme, elle va le ressentir quand même. Peut-être pas, si tu arrives dans tes actions à lui montrer à tout faire justement pour masquer ça et faire en sorte de ne pas commettre certaines... Oui, mais elle va le masquer peut-être, mais elle va le ressentir quand même. Allah, ça je sais pas. Peut-être elle va le cacher, je sais pas. Je suis dans un mariage monogame et je compte le rester. Du coup, on peut revenir sur ton univers familial. Alors, dans mon univers familial, donc j'ai grandi dans une fratrie et je suis venue jeune aussi en Guinée. J'étais venue quand j'avais peut-être 5 ans. Okay. Je suis repartie et je suis revenue aussi à l'âge de mes 13-14 ans. On a fait 1 an et demi. Voilà, le but, c'est que mon père, peut-être c'est comme s'il sentait un petit peu que sa maman, elle était sur la fin de sa vie. Et donc, on est resté là. Et pendant qu'on était là, elle était décédée, ma grand-mère, Rahma. Voilà, ensuite, je suis rentrée. Et voilà, j'ai toujours eu une attache en Guinée par la cause de mon père. Et voilà, donc j'ai grandi moi en province, d'abord dans le sud de la France. Juste les 1 an que tu as fait en Guinée, tu penses que ça t'a apporté quoi? Ça t'a fait... T'as gagné quelque chose à ça? Bien sûr. T'étais trop jeune? J'étais pas si jeune que ça, c'était en début d'adolescence. Je pense que inconsciemment, ça m'a appris certaines choses, tu vois, notamment sur le fait que, en fait, dans la vie...
rien n'est acquis, tu vois, parce que nous, on était là avec nos dégaines de parisiennes et tout, etc. Et quand mon père, il a décidé qu'on allait tous rester là-bas, ben, en fait, on se retrouvait mélangés aux gens, tu vois. Donc, et le moment, en fait, où on a réussi, en fait, à vraiment être épanoui à ce moment-là, moi et mes frères et sœurs, c'est le moment où on s'est intégrés comme si on était des gens de là-bas. Mais au début, on arrivait comme les étrangers, donc c'était difficile pour nous. Et après, quand il y a eu le lâcher-prise, bah, en fait, on s'est adapté et ça s'est très bien passé. Ok. Alhamdoulilah. Et après, tu es reparti en France, du coup? Après, on est reparti en France parce que j'ai eu des problèmes de santé, notamment. Et après, je suis revenu qu'avec toi. La deuxième fois. Ah ouais? J'étais déjà venue avec toi, je suis venue. Et après, je suis revenue une deuxième fois. Ah, entre-temps, tu n'étais jamais revenu? Non, j'étais revenu en 2018. Toi, c'était quand? En 2019? Ouais, en 2019, pour les orphelins de Guinée. Ouais, voilà. C'était en 2019, avril 2019. Ouais, voilà, exactement. Ok. Et le parcours scolaire, t'étais quel type d'élève? Ah, parcours scolaire. Alors, pour parcours scolaire, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours été une bonne élève. Pourquoi? Parce que j'ai toujours voulu ce que je voulais faire. D'accord? Parce que, autant en primaire, autant j'étais un peu la bavarde, ce côté un peu leader qui mène les troupes et tout. Ça, c'est depuis mon enfance. Et arrivé au collège, forcément, les gens s'affirment un peu plus. Toi aussi, tu t'affirmes un peu plus. Et au lycée, j'ai fait donc du coup un bac STG marketing. Okay. Parce que je voulais faire un bac STG marketing. On a tout fait pour m'envoyer un ES, mais je voulais pas. Je voulais aller en marketing. Ensuite, j'ai fait un DUT, technique de commercialisation. Maintenant, ça s'appelle BUT au niveau de la France. Ah, ils ont changé le nom? Ouais, ils ont changé le nom. Ils changent tout le temps les noms, même STG. Maintenant, je crois que ça s'appelle même plus STG. À côté de ça, j'ai fait une licence communication institutionnelle corporate, qui ça paraît archi lourd comme ça, mais c'était tellement nul. J'ai fait ça à l'université. Ensuite, je me suis arrêtée là parce que j'ai eu mon deuxième enfant. À ce moment-là, je cumulais un peu études, salariat, vie de maman, donc ça devenait compliqué. Donc j'ai arrêté là. Et c'est pas longtemps après que j'ai commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat, toujours en parallèle du coup de mes activités salariales. Et c'est qu'il y a peut-être 4 ans que j'ai fait vraiment le choix de me dissocier de toutes mes activités salariales et pour me consacrer 100% à mes business. Ok. Et avec du recul, aujourd'hui, tu penses que c'est une bonne chose pour un entrepreneur d'avoir fait des grandes études? Parce que moi, je le vois, bon, j'avais déjà été entrepreneur en France, mais je le ressentais moins. Mais par contre, en Guinée, je vois beaucoup de gens qui quittent la France avec des gros diplômes et tout. Et ils se cassent tous la figure parce qu'eux, ils ont été habitués à un paradigme où ils se disent ça marche comme ça marche comme ça. Et si ça marche pas comme ça, c'est que si eux le font pas, c'est que c'est pas normal, tu vois. Alors que c'est eux qui doivent s'adapter à un nouveau système. Ouais. Et j'ai l'impression que tous ceux qui ont des gros diplômes, quand ils viennent en Guinée, ils se cassent la figure. Donc... déjà, je pense que le fait de sortir en tant que diaspora, le fait de sortir de la France vers la Guinée, c'est pas du tout une question de diplôme. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens non diplômés qui ont réussi, comme tu dis, à bien s'imprégner du pays. Je pense qu'il faut oublier de côté un petit peu le côté, en fait, la société qui marche avec les diplômes et tout, etc. Parce que de toute façon, même en Europe, aujourd'hui, c'est pas les diplômes qui parlent. Les plus gros entrepreneurs, c'est pas forcément les plus diplômés aujourd'hui, c'est ceux qui vont être le plus organisés, le plus... qui vont chercher à bien maîtriser leurs coûts, etc. Je pense même pas que l'entrepreneuriat, l'affaire de l'entrepreneuriat de manière générale, elle soit liée à une affaire de diplôme. Parce qu'il y a des gens extrêmement doués, extrêmement, du coup, même diplômés, qui ont fait des masters, qui ont fait des doctorats et qui n'arrivent pas à monétiser leurs compétences. Donc, je pense pas que c'est vraiment une question de diplôme, que ce soit des, on va dire, entrepreneurs européens ou même des entrepreneurs, du coup, qui cherchent à quitter l'Europe pour venir ici ou vice-versa. Dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas à faire de diplôme. Je veux dire, regarde, il suffit juste de s'asseoir au marché, de regarder en fait tous les jours, voilà, tu fais ça pendant 2 jours, tu t'assois, n'importe quel marché de Conakry, et tu regardes en fait les entrepreneurs qui vont te donner des leçons. C'est des femmes qui sortent de chez elles des fois à 3h, 4h du matin. Tous les jours, elles reviennent avec un nouveau stock de marchandises, et c'est des femmes qui, la plupart du temps, sont même illettrées. Elles n'ont rien appris à l'école. Pourtant, il y en a, grâce à cet argent-là, elles ouvrent des poulaillers qui ensuite deviennent des petites fermes agricoles, des petites fermes agricoles ensuite qui se transforment en grandes terres agricoles, elles construisent des édifices, des bâtiments et tout, etc. Donc, pour te dire qu'en fait, même illettré, tu arrives à réussir, on le voit avec l'exemple de nos mamans en France. Tu sais que ma tante que tu as vue tout à l'heure, là, elle a 3 magasins dans mon village, à Touba. Ouais. Elle gère des dizaines de milliers d'euros.
ce que beaucoup de cadres en France ne touchent pas, c'est pas enregistrer un contact dans un téléphone. Ouais. Elle veut appeler sur WhatsApp, il faut qu'elle donne le numéro à quelqu'un pour qu'elle appelle. Tu vois, c'est pour moi, ça n'a vraiment rien à voir. Tu vois, c'est vraiment, il y a déjà la question de volonté. Et pour moi aussi, le commerce, parce que c'est un peu aussi mon domaine de prédilection, la vente et tout ça, je pense que c'est quelque chose un peu, il faut avoir ça, cette fibre-là en soi. Tu vois, il faut avoir aimé. Quand tu aimes ce que tu fais, tu n'as pas besoin de diplôme pour faire. C'est-à-dire que tu vas peut-être grâce au diplôme, on va te demander de te mettre dans des normes. C'est ce qu'on nous demande souvent en France. Ben voilà, ok, ben tu veux vendre ça, ben crée ton statut auto-entrepreneur, forme-toi assis, va-ci, etc. et tout. Mais à la base, ces gens-là, quand tu vois les mamans, elles sont assises à la gare de Saint-Denis, elles te viennent avec des chariots pleins, soit de maïs, soit de viande et tout, extrêmement bien goûteux et tout, etc. C'est pas des gens à qui on a appris à avoir un diplôme. C'est des gens, par contre, elle s'est dit, la viande, je sais la découper, je sais la mariner correctement, je sais que ça plaît, je sais qu'il y a le monde et tout qui va là-bas, je vais aller là-bas, ça va se vendre. Il y a un besoin et une opportunité. Il y a l'offre et la demande. Et t'en as parmi eux qui font des 200, 300 et 400 euros par jour. Hein. Moi, je crois en Guinée, de 3, 4, 5 millions par jour. Moi, je connais une dame, le jour où, en tout cas, j'ai parlé avec elle, ce jour-là, elle avait fait 800 euros. Oh, ça me surprend pas. Ouais, 800 euros. Avec son chariot, tu la vois, son petit manteau, son petit cala et tout, etc. Elle avait fait 800 euros en vendant des brochettes, en vendant des petites bouteilles de ginger et de bissap à côté. En fait, c'est les gens, ce que beaucoup de gens vont négliger, se disent, ouais, je vais pas faire ça. Mais là où les gens le font, ben, ils arrivent à gagner de l'argent parce qu'ils aiment faire ça et parce que ils se sont pas un peu c'est pas des gens qui sont imbus de leur personne, tu vois, parce qu'on a cette image là de l'entrepreneur qui est arrivé, qui a tout de suite réussi, mais tout le monde a commencé quelque part, tu vois. C'est comme au marché Clignancourt là. Moi à l'époque quand j'allais là-bas, les gens là-bas, tu les voyais, des Pakistanais et tout, tu les vois, tu rigoles sur eux. Et c'est récemment que j'ai appris que les gens qui vendaient là-bas, ils faisaient des millions d'euros. Mais oui. Mais moi, ça m'a jamais discuté dans ma tête. Mais même le monsieur que tu le vois tous les jours, il est là avec son maïs à 50 centimes, 1 euro. Je crois qu'il vient tous les jours. Pourquoi ? Si vraiment ça lui apportait rien, 1 euro plus 1 euro plus 1 euro pendant des jours et des jours, des semaines et des semaines. C'est le cumul. Sachant que souvent, c'est pas déclaré. Ouais. Donc, ils n'ont pas leur charge. Bah après, ils le prévoient dans leur charge. Parce que quoi, la police, ils prennent tous leurs affaires. Ils prévoient les pertes dans les charges, mais ils ne prévoient pas tout ce que nous, on fait à côté, et tout, etc. Ils ne sont pas dans cette prise de tête-là. Mais en fait, je pense que quand tu es employé, en fait, je pense que quand tu es salarié, quand tu fais des grandes études, on t'apprend à devenir un bon salarié. Alors que quand tu commences l'entrepreneuriat tôt, tu apprends à vraiment comprendre les difficultés de la vie. Ouais, donc je pense que c'est un peu ça. Je pense que oui. Après, de toute façon, l'école, telle que ça a été fait, en tout cas nous, l'école de la République en France, ça nous a éduqués pour entrer dans un système. C'est-à-dire que depuis la maternelle, voire même, je dirais même depuis la crèche, on te conditionne à un certain rythme dans la journée, un certain type de journée qui te conditionne. Voilà, tu arrives le matin, tu fais tout ce que tu as à faire, le soir, tu repars et tout, etc. Et on se rend compte aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a beaucoup quand même d'ouverture d'esprit sur ça, qu'en fait, c'est pas forcément le mode de vie qui est plus adapté. Et il est encore moins adapté. Et c'est pour ça que l'Arkane Business School, c'est une école, vraiment, ce que je dis toujours de cette école-là, c'est que c'est l'école que moi, j'aurais aimé avoir quand j'ai entrepris. Parce que c'est l'école, en fait, qui s'adapte aux réalités de la vie. Ici, on est en Guinée. Un exemple tout bête, le vendredi, l'école, elle s'arrête à midi. Pourquoi ? Parce que la majorité des gens vont au Jumu'ah. Déjà, c'est la réalité de la vie. Mais quand tu es dans un pays qui n'a pas cette réalité-là de la vie et que toi, du coup, tu as toute une autre réalité, et en fait, à un moment donné, en fait, ça ne matche plus. C'est pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui se rendent compte que forcément le système scolaire tel qu'il est fait là, il n'a pas tellement de cohérence avec ce qu'ils veulent eux comme éducation pour leurs enfants, ce qu'ils veulent du coup comme avenir et tout, etc. Et on se rend compte surtout aujourd'hui qu'il y a des limites dans tout ça, tu vois. On nous a mis dans une matrice et aujourd'hui ce qu'il faut faire c'est tout simplement en sortir en fait. Ils ont voulu nous conditionner. Alhamdoulilah encore, franchement je suis vraiment positif sur ça en disant qu'il y a beaucoup de gens qui prennent conscience, pas assez à mon sens. Il y a encore des gens qui sont dans ce côté les aides, se faire accompagner et tout, etc. Alors que dans l'esprit clair de quelqu'un qui veut vraiment s'en sortir, ça va pas avec de l'assistanat. Il faut pas sortir de ce mode de vie. Et du coup, toi, pourquoi tu as décidé de devenir entrepreneur ? Comment ça a commencé ? Surtout pourquoi ? Pourquoi
comment ça a commencé et pourquoi? Bon, c'est deux questions totalement différentes, mais je vais essayer de les mixer, en faire un. Moi, je suis atterrie dans l'entrepreneuriat un peu, on va dire, pas malgré moi, mais voilà, comme ça, dans le sens où j'avais commencé par vendre des foulards. Donc, ce qu'il faut savoir, moi, par rapport à mon parcours entrepreneurial, quand il a, on va dire, commencé sérieusement, parce que j'avais fait des petits parcours, un petit peu, je vendais des choses par-ci, par-là, un petit peu vendeuse à la sauvette. Et ce qui m'a vraiment poussée à l'entrepreneuriat, c'est une période très difficile de ma vie où je me suis retrouvée toute seule un peu avec mes enfants, 2 enfants en bas âge, et il fallait que j'aille de l'avant. En fait, j'étais jeune, je venais d'être divorcée, voilà, il y a tout qui me tombait dessus, j'avais plus de logement, j'en ai retrouvé un rapidement, il fallait que j'aille de l'avant. Donc c'est à cette même période-là que j'avais trouvé un CDI dans une grande boîte du 440 française, et c'est là que j'ai commencé à tout cumuler. C'est là que j'ai créé l'ONG, c'est là que j'ai créé Slam Lady, ça a été un moteur pour moi de me dire, écoute, les épreuves d'Allah, elles sont là, elles sont faites pour être surmontées. C'est-à-dire qu'ici, il y a un test, ma belle, il faut que tu réussisses le test. Et le test, c'était l'épreuve. Parce que c'est difficile aujourd'hui, surtout en France, de se retrouver un petit peu isolé, un petit peu avec ses enfants, à devoir tout gérer comme ça du jour au lendemain, alors que tu dépendais d'un foyer. Et surtout, la jeunesse, en fait, tu vois. Donc, c'est à partir du moment où j'ai commencé vraiment à me prendre en main et à me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, j'avais commencé par des foulards. Et ça a tout de suite plu. Et après, petit à petit, ça s'est étendu sur une marque, entre guillemets, avec plusieurs collections. Et après, c'était une évidence de devoir aujourd'hui transmettre tout ce que j'ai appris durant ces années-là. C'est à force de sollicitation, tout simplement. Nafanta, comment tu as fait ça? Comment tu as déclaré ça? Selon toi, c'est quelle stratégie qui fonctionnerait? Est-ce que tu penses que si je mets tel mot-clé, ça va fonctionner sur mon référencement, etc. C'est à force, en fait, d'être sollicité. Surtout pendant le Covid, que je me suis dit, attends, là, quelque chose, là, on tient quelque chose, là. Donc là, et c'est de là que l'idée de l'Arkane Business School est née. Ok. Et la marque de vêtements, parce que tu as un peu sauté rapidement, comment tu as pu développer ça? Et en plus, tu as fait pas mal de choses aussi sur ça. Comment je l'ai développé? Déjà, au début, c'était difficile parce que forcément, quand tu es nouvelle dans un certain domaine, et tout, etc., il y a beaucoup de choses que tu découvres. Donc, je me suis fait énormément arnaquer. J'ai perdu énormément de marchandises. Mais je pense que c'était cette volonté-là, vraiment d'aller jusqu'au bout des choses. Et ça, c'est, je pense, une des clés qui m'a un petit peu amené où là je suis aujourd'hui, c'est la persévérance. Et ça, c'est vraiment un conseil que je donne à toute personne. Quand tu démarres un projet, il va y avoir des moments où ça va tomber, ça va chuter en fait. Tu vas pas avoir les résultats attendus. Mais c'est dans les moments comme ça qu'il faut rien lâcher. Parce que je pense qu'il y a eu tellement de moments comme ça que si j'avais lâché, on n'en serait peut-être pas là à discuter aujourd'hui. Ouais, Slam Lady, ça aurait peut-être été l'histoire de quelques mois et tout, etc. Donc je pense sincèrement que c'est une question de persévérance. Et vers la fin, ça a été aussi de bien s'entourer, d'avoir mis le doigt vraiment sur des recrutements de qualité qui ont fait que la marque elle a pu émerger. Bon, aujourd'hui, en termes au niveau français, on s'est mis en pause parce que c'est plus trop un marché qui m'intéresse. Donc là, on a bifurqué au Sénégal. Donc la marque, elle s'est implantée récemment au Sénégal. Et alhamdoulilah, pareil, le but, vraiment, c'est de faire des recrutements stratégiques et de faire comprendre aux gens qu'à travers ça, on peut évoluer, on peut créer de l'emploi, on peut surtout aider les sœurs à s'habiller comme elles veulent, en concordance avec leurs valeurs. Et c'est ça l'objectif, en fait, c'est pas juste de faire de l'argent. En fait, moi, je me dis, quand tu es entrepreneur, tu peux échouer 99 fois, mais tu as besoin de réussir une seule fois pour mettre tout le monde d'accord. Exactement. Je pense que c'est ça. Et je ne suis même pas encore arrivé là. On n'est pas en train de parler de quelqu'un qui a réussi là. Là, on te parle juste de quelqu'un qui a un parcours de vie. C'est-à-dire que peut-être que le jour où j'aurai vraiment réussi pour toi, tu me réinviteras. On n'en est pas là encore. C'est-à-dire là, je te raconte juste mon petit parcours entrepreneurial. Et forcément, les gens qui ont réellement réussi, et encore, pour moi, la réussite, quand même, ça reste quelque chose de subjectif parce que ta réussite à toi, ce n'est pas ma réussite à moi. Moi, ma réussite, c'est pas de... Voilà, il y en a, leur réussite, c'est à partir du moment où ils vont commencer à voyager dans les 4 coins du monde, à partir du moment où ils vont être à la tête de milliers de salariés. Moi, ma réussite, elle n'est pas là. Tu vois, moi, ma réussite, elle est tout autre. Elle est de pouvoir générer peut-être assez d'argent pour être dans un confort avec moi et mes enfants. Mais la priorité reste mon foyer. Voilà, la priorité, c'est de passer des moments de qualité, d'avoir le temps de faire mes cours de Coran, d'avoir le temps de pas vivre sans pression. Et ça, on se rend compte aujourd'hui que ça a un coût. Le temps qu'on passe à nos actes d'adoration, en fait, c'est de par le travail, en fait, et la baraka qu'on veut dans nos biens qu'on va chercher ça aujourd'hui. Ok. T'as fait du closing aussi?
Je fais du closing. C'est quoi le closing exactement en fait? Le closing, c'est vrai que ces derniers temps, ça fait... sur Internet, ça a fait un boom et tout, etc. Donc, closer, ça veut tout simplement dire clôturer une vente. C'est-à-dire que, par exemple, toi, Basekou, tu charges quelqu'un de se dire, tes offres prestataires de production, tu vas me confier le fait d'être un apporteur d'affaires pour t'apporter, en fait, plus de clients qui vont avoir besoin de plus de visibilité. Donc, peut-être que tu as des leads, donc ça veut dire des gens qui prennent contact avec toi sur ton agenda. Et moi, je vais être chargé de contacter ces personnes-là pour leur dire, écoutez, voilà, vous avez pris contact avec monsieur Diaby Basekou, qu'est-ce que vous attendez comme service, et le but c'est de les renseigner au maximum et de les inciter du coup à prendre un de tes services là, parce qu'à la base ils ont quand même présenté un intérêt. Donc c'est de venir aider ces personnes là à trouver du coup la bonne solution qu'il faut vis-à-vis de tes services. Et ces derniers temps on s'est beaucoup focalisé sur le closing, notamment sur les formations en ligne. Donc tu as les centres de formation, infopreneurs, coach et tout, etc. Et tu as les closeuses qui elles sont chargées du coup de mettre en relation les personnes qui cherchent soit une reconversion professionnelle, soit du coup une nouvelle compétence, ou soit à générer de nouveaux revenus complémentaires. Et à chaque fois du coup qu'elles font la passerelle, elles font le pont entre du coup la personne qui cherche à se former et du coup le centre de formation, et il y a une commission en cash qui tombe et qui va de l'ordre de 30 à 50%, ce qui n'est pas négligeable. Ok, en fait tu vends des produits d'autres personnes en gagnant un pourcentage dessus. Exactement, tu es apporteur d'affaires, mais l'idée ici c'est pas de faire la promotion de la personne non plus pour qui tu vends le produit. Moi, si je suis closeuse pourtant aujourd'hui et que du coup j'ai un intérêt du coup à closer tes offres, c'est que la personne elle passe d'abord par moi, parce que c'est moi qui dois la closer, parce que si elle passe par moi, là tu vas me donner ma commission. Mais si je la redirige vers toi, comment je vais savoir du coup qu'elle est passée par moi? C'est toi qui t'occupes de voilà. tout en fait. Donc l'idée c'est à travers le marketing aussi digital de faire comprendre que la promotion elle doit être dirigée vers un type de personne, et une fois que la communication elle est claire, ça devient du coup une communication qui est engagée, et ces gens-là vont se diriger pour demander, écoute, j'ai vu que tu partageais ça m'intéresse, etc. Et là, on fait le relais. Ok. Et vu que moi, j'ai fait du marketing de réseau, à un moment, j'ai suivi que sur tes réseaux, il y avait une grosse polémique par rapport à ça, parce que les gens ne faisaient pas la part des choses entre le marketing de réseau et le closing, mais en vérité, ça se ressemble un peu. Le closing, c'est une compétence. Donc, ça peut... Je peux closer, je sais pas moi, des appartements, je peux closer pour un hôpital, je peux closer... Enfin, le closing, c'est une compétence. Maintenant, le closing tel qu'il a été présenté peut-être au moment de la polémique, c'est de dire que tu mets en relation les gens dans un centre de formation, et à chaque personne qui intègre, tu touches ta commission. Et en fait, le marketing de réseau, ça a pour objectif de s'appuyer sur le réseau pour ramener un maximum de personnes et du coup, faire agrandir le réseau. Et le business model même, du coup, de l'entreprise, elle est basée sur ça, c'est-à-dire de ramener vraiment un maximum de personnes. Faire des ventes à travers le réseau de la personne. Exactement. Le closing, il y a ce côté un petit peu réseau, mais l'idée, c'est pas que toi, Basekou, tu vas intégrer mon académie de closing pour faire forcément du closing. C'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est de te proposer la formation adéquate. Donc, ça peut être une formation closing, mais ça peut être une formation webmaster, ça peut être une formation pour devenir graphiste, ça peut être une formation pour être naturopathe. En fait, c'est large. Et la différence, c'est que si moi, aujourd'hui, toi, Basekou, je te fais rentrer dans une académie pour faire du closing, donc je te closé, je touche une commission. Maintenant, la personne qui va venir derrière toi, que toi, tu vas closer, moi, je touche rien. Et elle est là, la différence avec un système pyramidal, parce que à partir du moment où on était dans le système pyramidal, si moi, je te fais rentrer, je touche. Si toi, tu fais rentrer quelqu'un, je touche aussi. Ouais, mais il y avait une contradiction, parce qu'en fait, si tu veux, système pyramidal, c'est illégal, en fait, dans la loi. Parce qu'en gros, c'est une pyramide de Ponzi, en fait. Oui, c'est illégal. Voilà. Mais marketing de réseau, c'est pas forcément pyramidal, parce qu'en fait, la différence, elle est où? C'est que tu peux gagner plus que la personne qui t'a fait démarrer, malgré que tu es dans son équipe. Et tu as plein de... Après, il y en a qui, bien évidemment, qui sont interdits, qui ont été interdits par la loi et tout. Mais moi, par exemple, la structure avec laquelle je travaillais, moi, j'ai démarré après certaines personnes et je gagnais plus d'argent qu'eux. J'avais des plus hauts grades qu'eux. Après, pour moi, la frontière, elle est limite. Genre, comme elle est mince, la frontière, on ne sait jamais, tu vois. Donc, moi, c'est à partir de ce moment-là, donc tout ce qui était ce type de business, je me suis écartée parce qu'effectivement, marketing de réseau est différent du système pyramidal. Et maintenant, on n'arrive pas tellement des fois à comprendre en fait où elle est la limite. Exactement. Et moi, à partir du moment où en fait, il y a un doute qui subsiste, ben, en fait, il vaut mieux s'en écarter. Ça, c'est vraiment... Il faut bien se renseigner. Mais après, la limite avec la loi, il y a toujours une limite. Hein. Il y a une époque, c'était interdit de vendre de l'alcool. Aujourd'hui, on a beaucoup qui vendent de l'alcool. Oui, non, mais là, je te parle vraiment de la loi islamique. Ah, moi. Toi, tu parles au niveau moi, je te parle vraiment du din. Je te parle, bien sûr, il y en
a, ils vendent de l'alcool. Mais dans la religion, ouais, du coup, c'est interdit aussi. Oui, c'est interdit. Tu ne peux pas dépasser les gens. Oui. C'est-à-dire que tu ne touches pas de l'argent par rapport à la sueur de quelqu'un d'autre. Donc, oui, c'est interdit. Donc là, je te parle vraiment. Et là, après, on gagne tous de l'argent sur la sueur de quelqu'un d'autre en réalité. Non. Si toi, tu en es là aujourd'hui... Par exemple, toi, tu vends des produits, ou des biens ou des services d'autres personnes. Ils gagnent de l'argent sur le travail que tu as fourni. Moi, je vends des produits. Non, toi, par exemple, tu vends des produits, tu closes des produits de formateurs ou de X personnes à des clients. Bah, c'est les personnes pour qui tu vends, ils gagnent de l'argent sur le travail que toi, tu as fourni. Non, mais donc, le travail en amont, la formation qui va être délivrée, moi, je fais pas la formation, je fais pas les coachings, j'ai pas enregistré des heures et des heures de formation derrière. Moi, tout ce que je touche, c'est la commission, justement, c'est les 50%. Donc, j'estime que le fait d'avoir ramené un client, ça vaut 50% ou ça vaut 40%, c'est négocié à l'avance, mais la partie derrière, je m'en occupe plus. Et pour moi, même, c'est la plus... Aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est une des plus belles manières parce qu'en fait, c'est une manière de lancer un business sans avoir à gérer le business derrière. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu as les personnes, par exemple, toi et moi, on décide de créer une académie, de créer un centre de formation. Donc, on se casse la tête pendant des jours, des mois à monter la formation, à faire en sorte qu'elle soit le plus optimisée possible. Et même si on ne va pas chercher notre certification Calupli, en tout cas, qu'elle réponde à tous les critères. Donc, ça demande énormément de travail. Donc, le plus gros du travail, on le fait. Maintenant, pour vendre la formation, on fait appel à des closers. Donc, on va négocier avec eux, 30%, 40%. Donc, nous, on ne s'occupe pas de cette partie-là. Donc, limite, si quelqu'un travaille sur le front, enfin, la sueur de quelqu'un, c'est plutôt eux, parce que derrière, après, nous, ces personnes-là, on les intègre dans la formation qu'on a faite et on va les coacher derrière. La personne qui a closé, son travail, c'est juste d'apporter l'apprenant dans l'académie. Après, elle s'occupe de rien. Tu vois? Bon, j'ai pas d'exemple en tête. Tu vois? Non, on va pas suivre ça parce que j'ai pas d'exemple en tête. Après, mais moi, j'en suis sûr en tout cas que tout le monde en vérité mange sur les... Non, mais pas gratuitement. Je veux dire, à un moment donné, peut-être que ça peut arriver, mais ça n'a pas été fait comme ça de manière, on va dire, gratuite, juste parce que tu as ramené quelqu'un, donc du coup, tu n'as pas fourni l'effort. Ouais. À un moment donné, je pense que si tu arrives à manger... ramènes quelqu'un, en fait, si tu veux, parce qu'en fait, là, on est en train de parler, on n'a même pas expliqué c'est quoi. En fait, si tu veux, c'est... moi, par exemple, j'avais une équipe de 40 personnes pour une structure qui s'appelait... bon, je ne vais pas dire le nom, on va pas faire de publicité gratuite, mais en gros, je vendais des produits pour eux, et en gros, au niveau de la structure, tu mets en place une équipe. Et cette équipe vend des produits également. Sauf que moi, vu que cette équipe travaille pas pour moi, ils travaillent à leur compte, mais ils sont dans mon équipe. Donc moi, je gagne de l'argent. Mais tu les manages ? Oui, bien évidemment. On n'est pas dans cet exemple-là. Okay. Et même les réunions qu'ils faisaient et tout, c'est moi qui faisais les présentations. Oui, mais c'est pas gagner de l'argent sur la table parce que tu manages, tu fais des réunions. Bah moi, il y a des gens qui m'ont fait démarrer, mais ils ne manageaient pas. Mais ces gens-là, c'est là la limite en fait. Parce que si tu touches quelque chose, c'est pour, du coup, en contrepartie, normalement, le fait que justement ils t'ont mis à ce niveau-là, c'est parce que derrière, elle se dit, c'est quelqu'un, si plus il a de personnes, plus il va avoir de personnes à manager, plus il va avoir de personnes à diriger, et tout, etc. Peut-être que toi, tu as pris les devants parce que tu es un leader incarné et de le faire toute seule. Mais ça, c'est pas de l'argent qui tombe... Enfin, je veux dire, c'est pas de l'argent mangé sur la sueur des gens. Ouais. Parce qu'eux, ils n'ont pas ces responsabilités-là de rentrer les gens, de les coacher, de les manager. Le management, aujourd'hui, c'est une qualité... savoir manager, c'est une qualité à part entière, c'est une compétence à part entière. Donc non, c'est pas gratuit. Pour être honnête, c'est une des choses qui a fait que j'ai arrêté, moi, mais... Franchement, c'est un truc qui a changé ma vie parce que j'ai appris à gérer des équipes. J'ai appris trop de choses. Trop de choses, même je suis pas trop fort pour parler en public, mais en tout cas, j'ai appris pas mal de choses. Dans ta posture, dans plein de choses, tu vois. J'ai appris pas mal de choses, à former des gens et tout. Ouais. Mais le problème que j'avais, c'est que justement, vu que j'ai acquis ces compétences-là, les gens qui démarraient, qui venaient dans mon équipe, bah, ils faisaient rien, ils se reposaient sur moi. Ouais. Ça fait que normalement, en fait, le but du business, c'était que eux mettent en place leur équipe et fassent des ventes et que moi, je puisse gagner. Ouais. Mais au final, je me retrouvais à faire le travail que eux devaient faire. Donc, à un moment donné, j'ai pété un plomb, j'ai arrêté. Après, j'ai arrêté. En plus, c'était des produits de quoi? De santé, de bien-être, de sport, principalement. Ça commence par L? Bien-être. Non, par K. D'accord. Ok. T'as dit par quoi? L. Non. Non, ok. Non. En tout cas, ouais, c'était un peu ça. Ouais. Et du coup, être une femme entrepreneur, c'est dur, non? Très dur. C'est très dur. C'est quoi? Parce qu'à la base, on n'est pas faite pour travailler.
Ouais. À la base... Et c'est quoi ta pensée toi, sur ça, sur le fait qu'une femme, elle n'est pas faite pour travailler? Non, enfin, elle n'est pas faite pour travailler dans le sens où, je veux dire, on est à l'aise quand genre, les choses viennent à nous, quand on n'a pas de choses à faire. Et tu penses que le rôle de la femme, c'est de rester à la maison? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, si elle veut rester à la maison, elle a le droit de rester à la maison. Et c'est même préférable. En tout cas, je m'adresse encore aux sœurs, surtout musulmanes. Aujourd'hui, la meilleure place pour nous, c'est dans notre foyer. Moi, là où je me sens le plus à l'aise dans ma vie, c'est chez moi. Je veux dire, si je pouvais faire des jours sans sortir, je le ferais, mais voilà, je suis pas non plus... Genre arrêter de travailler et tout, laisser ta marque de vêtements, laisser ton académie. Si tu avais le choix de le laisser... depuis chez moi, je gère tout ça, en fait. Okay. Là où j'attends nos plus gros... Oui, mais quand je dis rester au foyer, c'est pas gérer ça de chez toi, mais genre vraiment rien faire, quoi. Non. Genre femme au foyer. Rester, mais justement, femme au foyer, ça, justement, il est là l'amalgame que souvent les gens font. Rester femme au foyer, ça veut dire forcément être clôturé entre quatre murs et pas sortir. Aujourd'hui, moi, parce que voilà, on s'entoure de personnes qui nous inspirent. Et ça, c'est des choses aussi qu'on apprend avec son parcours entrepreneurial, c'est de faire en sorte de s'entourer de femmes et de personnes qui te ressemblent et qui t'inspirent. Aujourd'hui, moi, des femmes autour de moi qui m'inspirent, c'est des sœurs qui... plus niqabées que moi, parce que moi, c'est un niqab sur mesure, ont réussi à faire de millions d'euros depuis chez elles. C'est des femmes au foyer. Elles ont 4 enfants, elles gèrent des marques sur Amazon, des marques une marque de comment dirais-je, après, moi, je peux pas appeler ça femme au foyer, c'est juste que ton bureau, il est chez toi. Non, c'est femme au foyer. Bah, t'as ton parce bureau que chez sa toi. vie, elle tourne autour de son foyer. Oui, parce que ton bureau, il est chez toi. Mais il y en a, elles n'ont même pas de bureau, elles ont juste un ordinateur. Pour te dire. Oui, mais ton bureau, c'est un ordinateur dans ça. Oui, d'accord, mais pour te dire, femme au foyer, c'est quoi que tu as défini femme au foyer? Femme au foyer. Ménagère. Ouais, on va dire ça. Oui, une ménagère. Mais aujourd'hui, la ménagère, elle a tout autant le mérite que quelqu'un qui a une activité à côté, tu vois. Et je veux dire, il faut pas... le rôle principal tel qu'il nous a été confié, surtout à partir du moment où c'est un choix de vie, tu te maries, tu fais des enfants, et que c'est un choix, du coup, si tu veux te consacrer à ça, mais à tout à ton honneur. Moi, ces femmes-là, je les respecte, celles qui font école à la maison, celles qui font, comment dirais-je, Mais c'est quoi que tu dis, parce que tu as dit le rôle qui vous a été confié? Bah, nous, le rôle en tant que femme épouse et musulmane, la priorité, ça reste ton foyer. Le bien-être de ta famille, le bien-être de tes enfants, de ton mari, de te préserver au maximum dans ton foyer, d'accomplir tes actes de... Parce que pour beaucoup de femmes, il y a beaucoup de femmes qui pensent qu'en gros, le rôle de la femme, ça se limite à ça, parce qu'en gros, dans l'islam, ça a été dit comme ça. Mais dans l'histoire nous montre que, par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa femme, c'était une grande commerçante. Oui, c'était limite sa banque. Même. Oui, mais justement, c'était une grande commerçante, c'était limite sa banque, alayhi salatu wassalam, mais attention. C'est elle qui faisait tout pour lui. C'est elle qui faisait tout pour lui, mais elle faisait quoi? Elle sortait pas. Hein. Les gens, ils savent, c'est la partie de l'histoire que les gens ne maîtrisaient pas. C'est-à-dire qu'elle sortait quasiment pas. Hein. Okay. C'est lui qui faisait. C'est comme ça qu'elle l'a embauché. En fait, il travaillait pour elle. Oui. Donc, il travaillait pour sa femme. Oui. Bah, aujourd'hui... Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui accepteraient de travailler pour leur femme aujourd'hui. Bah, en tout cas, les hommes intelligents le font. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne sait pas travailler. En fait, c'est du business familial, en fait, tu vois. Donc, oui, mais qui va accepter... Il y en a peut-être qui le feraient, mais genre, qui va accepter aujourd'hui que ta femme crée une entreprise et que tu travailles pour l'entreprise de ta femme? Mais il y en a énormément. J'en connais pas beaucoup, moi. Ah, il y en a énormément. Leurs femmes a créé des entreprises. C'est eux qui vont installer les stands, c'est eux qui vont faire les voyages, c'est eux qui vont chercher la marchandise. Il n'y a pas de contrat officiel. Mais est-ce qu'ils vont pas se dire après, ouais, mais c'est elle qui lead, c'est elle qui... Il est là, en fait, le manque d'intelligence des hommes de notre communauté, parce qu'en fait, pour moi, tout homme qui réfléchit intelligemment, ta femme, elle lance un business. Donc, c'est forcément pour te venir en appui, parce que vous êtes dans le même foyer, à moins que vous voyez, dans un foyer, vous faites 2 foyers. Elle lance un business, te donne un appui, et tu as la capacité de faire des choses qu'elle n'a pas fait, elle peut pas faire, et que tu dis non, en gros, je vais la dépasser, parce qu'il y a beaucoup d'hommes jaloux, malheureusement, et c'est souvent là aussi qu'il y a des failles qui se créent, des fissures qui se créent dans certains mariages, parce que les hommes, ils acceptent pas ça, ils se disent, ouais, si elle commence à gagner de l'argent, elle va me faire la guerre, elle va me dépasser, et tout, etc. Mais c'est une réalité en vrai aussi. Mais c'est le comportement de qui traduit ça? Le leader, c'est qui est censé mettre les limites? Écoute, si tu veux faire ça, tu vas aller chercher tel stock dans tel pays, je vais y aller, je vais t'accompagner. Si tu soutiens ta femme... Dans certains couples, la femme, elle est plus leader que l'homme. Hein. Oui, mais la femme intelligente, même si dans son caractère, elle est plus leader que l'homme, tu ne montres pas forcément que tu es plus leader que l'homme. L'homme, il a toujours sa place. Il aura toujours ta place. En tout cas, moi, je pense que dans un couple équilibré, même si la femme elle a plus de leadership, elle a plus de tout ce que tu veux, l'homme, ça reste l'homme. C'est quoi que tu appelles sa place?
le responsable, c'est lui qui prend en charge les principales dépenses du foyer, même si la femme elle a les moyens, mais pour lui montrer qu'en fait non, tu maîtrises, c'est ton sujet, c'est ton domaine, chacun sa place, tu vois. Et je pense que c'est à partir du moment où en fait on essaie d'empiéter sur les places chacun des autres, que toi tu deviens un garçon princesse, que moi j'essaie de faire la femme bonhomme, que les rôles ils commencent du coup à se mélanger, que ça crée des conflits. Ouais, mais tu vois par exemple en Guinée ça va, en Guinée il n'y a pas trop ce problème là parce que bon il n'y a pas encore le truc de l'égalité des salaires, tout ça là, quoique peut-être ça devrait exister, mais en France par exemple c'est compliqué parce que surtout dans les foyers que tu as dit là, les gens qui vivent des aides et tout, en général on dit par exemple je sais pas, le SMIC c'est combien en France? C'est 1300 €? Le SMIC, ouais, c'est un peu plus maintenant quand même. Ouais, par exemple, on va dire, allez, 1500 €. Ouais. Mais on va dire, allez, dans un couple, les deux, quand ils gagnent, on va dire, ils gagnent 3000 €. On va dire le couple. Ouais. Et nous, dans nos cultures, logiquement, bah, c'est l'homme qui doit gérer et tout, tu vois. Donc, quand tu gagnes, on va dire, un couple à ça, 3000 €, t'as pas de dette, c'est toi qui gères tout en général. T'as un peu, mais... Ça dépend, ouais, si t'as des enfants ou pas, ouais. Mais dépend. en gros, c'est toi qui gères une grande partie. Et si tu gères une grande partie, peut-être que pour l'homme, ces 1500 € vont être brûlés peut-être en 3 jours. Et au final, vu que dans notre communauté, nous, la femme, d'argent, ça lui appartient, bah, elle aura toujours son argent de côté. Et l'homme, il sera toujours fauché au début du mois. C'est pour ça que je te dis que c'est une question... C'est pour ça que même aujourd'hui, les femmes, elles sont beaucoup plus riches que les hommes en France, moi, je trouve. Je sais pas, mais après, c'est pour ça que je te dis que c'est une question d'intelligence et d'équilibrage, en fait, de foyer, tu vois. Pour moi, un foyer équilibré, déjà, en termes de communication, je veux dire, on fait pas des communications sur les aides de la CAF, tu vois. Pour moi, en tout cas, vraiment, si quelqu'un, un couple bien dans sa tête qui veut avancer sur des projets, la CAF, c'est à côté. Je veux dire, qu'est-ce que la CAF, concrètement, quand tu cumules, qu'est-ce qu'elle t'apporte? À part te dire contrôle de situation, donnez-nous tel document, etc. Donc, à partir du moment où, en fait, tu sors de cette matrix-là et que vous voulez vous construire en tant que couple, déjà, les aides, on oublie. Déjà. Et après, le foyer, l'homme, il a ce côté leader dans le foyer. Ça reste le responsable du foyer. Il a été nommé, entre guillemets, berger du troupeau, en tout cas islamiquement parlant. Mais le foyer, la maison, comme on dit, ça appartient à la femme. C'est la femme qui dit je veux que ça soit fait comme ça, que ça, c'est nous les leaders au final, au sein de ton foyer là, tu vois. Mais extérieurement, ça reste l'homme parce que les responsabilités qui lui incombent font que Allah lui a donné cette place là, tu vois. Et ça, c'est un discours qui va à l'encontre de celui des féministes qui nous font croire qu'en fait, toi, tu es là en tant que femme, l'homme, il est là et que vous devez être égaux. Mais non, en fait, c'est chacun sa place, tu vois. Les responsabilités que certains hommes ont, nous, en tant que femmes, en tout cas, en tant que femme, je les veux pas. Et les responsabilités nous aussi qu'on a en tant que femmes et les douleurs de la vie qu'on peut avoir, je suis sûre que certains hommes ils ne le veulent pas, tu vois. Donc il faut comprendre, il faut se mettre un peu à la place de l'autre et avoir cette empathie là et avoir du coup cet équilibre en fait, tu vois. Et pour avoir cet équilibre en fait, il n'y a pas de secret, il faut revenir au Coran et la Sunna. Pour moi c'est ça en fait, et on est trop, les réseaux sociaux nous ont tués. Je dis la vérité, je pense qu'il y a une grande partie responsabilité des réseaux sociaux, tu vois. Oui. Et après en France ça va encore, mais en Guinée c'est encore pire. En Guinée quand tu sors et tout, surtout, bah après dans le reste ça va, mais dans Conakry, dans les foyers, en grande partie c'est les femmes qui font tout, mais eux c'est encore pire, parce qu'elles se lèvent le matin, vont travailler à 4 heures pour vendre, elles nourrissent leur famille, elles nourrissent leur mari, elles payent les écoles, elles s'occupent des enfants, elles font à manger, elles font des enfants, et pendant ce temps-là le mari il dort, il fait rien. À Conakry c'est encore pire qu'en France. Mais en France encore, il y a un peu moins ça. Bah, je le constate, même si ça existe. Hein. Je veux dire, c'est pas ça. Mais c'est vrai qu'ici, on le ressent beaucoup. Et pour avoir un peu voyagé, je trouve que voilà, ça, c'est particulier aussi aux Guinéens. Et à certains d'autres pays d'Afrique, mais on va dire plus du côté ouest africain. Et ça, c'est dommage parce que moi, les plus grandes guerrières, les femmes vraiment les plus battantes que j'ai vues, c'est les Guinéennes. Ah, franchement, moi, quand je les observe, franchement, des fois, je me dis, waouh, là, elles vendent des trucs, elles vendent des claquettes, des brosses à dents, des trucs comme ça, elles sont dans les bouchons, elles vendent et tout. Et ce qui est triste, c'est qu'elles retransmettent ça même à leurs petites filles, tu vois. Les petites filles, tu les vois à un certain âge, 10, 11 ans, elles sont en train de vendre et tout, etc. Mais la responsabilité, elle est en combat qui ? Pendant que le mari dort. Voilà. Peut-être dormir, c'est pas forcément comme tu le dis, comme on l'imagine, c'est-à-dire dormir et ronfler et tout ça, mais c'est vraiment dormir. C'est qu'est-ce que toi tu fais en tant que... Moi, je parle dormir au sens littéral. Hein. Ouais, il y a les deux aussi, mais qu'est-ce que toi tu fais en tant que responsable de foyer pour laisser ton enfant, ta femme toute la journée dehors aller vendre pendant que toi tu es assis là en mode ataya et tout se passe bien pour la vie, quoi, tu vois. Donc je pense que la responsabilité, elle est vraiment du côté de ce côté-là. Moi, je pense que l'homme, il a vraiment sa grande part de responsabilité. Et s'il est mentalement
mentalité est arrivée à évoluer vers ça, c'est de se dire, bah, écoute, tu peux faire quelque chose, tu peux développer quelque chose, mais peut-être limite le temps, t'inquiète, je te compenserai par ça, ou si tu veux, on va essayer ça, je vais t'aider. Enfin, voilà, tu vois, mais c'est utopique. Ouais, c'est ça, c'est utopique. Hein, c'est compliqué, parce que même aujourd'hui, une fille, tu lui dis comme ça, elle va pas te calculer. Tu lui parles comme ça, là, en mode compréhension, tout ça, là. Maintenant, la plupart comment ça, compréhension? Compréhension mutuelle. Bah, c'est la base d'un foyer. Hein. Oui, maintenant, les gens, ils sont plus dans la base du foyer. Et maintenant, les gens, ils veulent chacun cherche son intérêt. Et puis c'est comme ça. Après, moi, je suis d'accord. Hein, le mariage, c'est chacun son intérêt à la base. Oui, c'est chacun son... Il y a encore, je sais pas c'est quoi son intérêt, chacun son intérêt, mais à partir du moment où en fait, chacun... OK, on peut avoir nos jardins secrets et tout, etc., mais ça reste un couple, tu vois. À moins que, voilà, ça reste... vous avez des visions polygames, mais nous... mais ça reste un couple, tu vois. Donc, je comprends pas trop cette philosophie-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose de typiquement guinéen aussi. Hein. Je sais pas. Ça, c'est guinéen. Mais bon, on en reparlera peut-être dans notre podcast, les débats, tu vois. Okay. Et du coup, après, tu as lancé l'ONG Les Orphelins de Guinée. Ouais. Déjà, d'où l'idée t'est venue? C'était lors d'un voyage que j'avais fait, un de mes précédents voyages, en fait, où j'avais fait les constats. Et c'était avec la cofondatrice, Jelika, qui avait fait le constat, en fait, de la situation alarmante des enfants. De manière générale, à la base, c'était les enfants en Guinée. Et encore plus, du coup, des orphelins de Guinée. Et le constat, en fait, c'était qu'il y avait des structures, il y avait des orphelinats qui existaient et tout, etc., mais qui manquaient cruellement de moyens. Donc, nous, on s'est dit, on ne va pas venir et construire un orphelinat, parce que de toute façon, on n'aura peut-être pas de quoi faire, de quoi agir immédiatement. Mais l'objet même de l'ONG, c'est de se dire qu'on va venir en aide aux structures, aux orphelinats existants sur le territoire. Donc de là, on a commencé à aider un orphelinat, 2 orphelinats, etc. Jusqu'à qu'on est arrivé, on nous a présenté du coup la maman de Bokeh, donc Ramata Kamara, qu'Allah lui fasse miséricorde. C'était une brave dame aussi, qui a recueilli une 50aine d'orphelins. Et le problème, c'est qu'elle habitait dans 2 pièces à vivre, même pas, avec tous ces enfants-là. Donc toute la journée, les enfants, ils étaient livrés à eux-mêmes, sortaient, revenaient. Et de son surnom, du coup, Bandelengue, en fait, elle sortait, elle allait quémander le riz un peu partout, elle revenait avec le riz, elle donnait aux enfants. Et quand on nous a présenté cette dame-là, ça c'était en 2018 ou 2019, ouais, 2018, l'idée c'est que elle voulait vraiment qu'on l'aide à avoir son édifice, son bâtiment, pour aller habiter là-bas avec ses enfants. Et donc, elle nous a sollicité pendant plusieurs mois, jusqu'en 2020, on a pris du coup la décision de vraiment officiellement lancer la campagne. Donc 10 x 10, une maison pour nos orphelins. Et de là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un engouement énorme. On ne s'attendait pas du tout à ça. Au niveau de l'ONG, ça a fait un boom. Je pense que la communication, elle était pour beaucoup. Et je crois, en moins de 48 heures, on avait déjà eu les 20 000 premiers euros. Et c'était vraiment pour la fondation. Et après, on a continué. Il y a eu le Covid après, par la suite. Donc, on a stoppé les travaux pendant le Covid et on a repris en fin 2021, parce que c'était un peu compliqué. Et c'est l'année dernière qu'on a inauguré donc, l'orphelinat de Bokeh avec plus de 48 places aujourd'hui. Donc, il a une capacité d'accueil de 48 orphelins, même si à date, il y en a 29 qui sont grandis, qui sont partis entre-temps. Et alhamdoulilah, voilà, petit à petit, l'ONG, elle a petit à petit grandi. Les gens nous ont fait confiance depuis le départ, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a des cagnottes qui se créent toutes les 2 secondes, il y a des cagnottes qui se créent. La plupart aussi d'entre elles ne sont pas forcément fiables. On ne sait pas ce qui est fait directement. Et le but, c'est d'être un minimum... on s'efforce en tout cas d'être transparent. On ne peut pas donner des détails, des bilans comptables et tout, etc. Mais en tout cas, on s'efforce à être le plus précis possible vis-à-vis des donateurs. Et des campagnes qu'on lance, notamment la campagne de parrainage qu'on a lancée, où on donne la possibilité, du coup, à un parrain ou une marraine de parrainer un filleul sur toute une année scolaire, de prendre en charge sa frais de scolarité, de prendre en charge ses besoins quotidiens comme nourriture et tout, etc. Et c'est une campagne qu'on a lancée à 35 € par mois. Et alhamdoulilah, cette année aussi, on a atteint un record parce qu'on a dépassé presque 70 parrains. Et pour une deuxième année de parrainage, c'est énorme. Alhamdoulilah. Ok. Et c'est dur de créer une ONG en Guinée? Et de la développer surtout? En fait, la créer, c'est pas compliqué parce que nous, à la base, l'ONG, elle est française.
Okay. Donc, du coup, on a, voilà, loi 1901, tu crées ça en même pas une semaine, tu as tous tes papiers, JO officiel, ça y est, c'est créé. Maintenant, pour venir ici, ce que les gens ne comprennent pas souvent, c'est que ils se disent, ben voilà, j'ai créé mon ONG en France, ben j'arrive ici, je fais ce que je veux. Sauf que là, non, c'est là que les problèmes commencent, tu vois, c'est là que tout commence. Ici, il faut un agrément de toute façon pour agir. Si jamais on te trouve, voilà, à gérer un orphelinat, à construire un orphelinat, à mettre des enfants dedans, le moindre problème, c'est directement casse-prison. Parce que même hier, quand je suis partie au ministère, là, je te disais... de l'éducation, enfin de la promotion féminine et du coup des personnes vulnérables, le ministre, le directeur national, il m'a remis un guide. Voilà, il fait ça, le livre, où il y a le code civil enfant, tu vois, genre comment protéger l'enfant, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et tout, etc. Donc c'est vraiment la Guinée, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, il y a des lois. Tu vois, c'est pas un pays sans loi, c'est pas un pays sans fin, sans loi. Il y a certes des défauts, etc. Et surtout vis-à-vis de l'enfance, ils sont en train de vraiment mettre en place des actions concrètes pour protéger au maximum les enfants. Il y a énormément d'enfants disparus, ceux qui font du coup des enfants, font en sorte que les enfants deviennent des enfants esclaves. En fait, il y a tellement de gravité de fait qu'ils sont vraiment en train de structurer la chose. Et franchement, pour le coup, j'aime bien des fois lancer des petites critiques et tout, mais ça, pour le coup, ce ministère, franchement, il s'efforce en tout cas de faire les choses bien. Et c'est vraiment quelque chose que je tiens à saluer. Et nous, en fait, là où en fait on a vraiment mis un point d'honneur, et ce qui a été du coup difficile, c'est de faire en sorte de travailler avec les autorités locales, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait au début on agissait comme quelqu'un qui vient aider ponctuellement, t'achètes du riz, tu donnes à des plus démunis et ça s'arrête là. Mais si tu veux faire grandir ton ONG, t'es obligé qu'elle soit reconnue. Et c'est qui reconnaît les ONG au niveau local? C'est le gouvernement. Donc, il faut faire en sorte d'être main dans la main avec ce gouvernement. Et pour être main dans la main, du coup, avec ce gouvernement, il faut passer par toutes les procédures administratives, toutes les longues procédures protocolaires. Par exemple, quand on a inauguré Bokeh, on est parti voir le préfet, on est parti voir le maire, on est parti voir le chef du village, on est parti voir la délégation de je sais plus quoi, on est parti voir la coordination de je sais plus quoi. En fait, on a fait toute une journée protocolaire pour leur dire c'est bon, l'orphelinat il est construit, l'inspecteur de l'enfance de je sais pas quoi, on est parti les voir pour leur dire c'est bon, l'orphelinat il est construit, maintenant on veut l'autorisation pour faire déménager les enfants. Mais ça a duré vraiment, littéralement, toute une journée. Et ça, il faut être prêt. Il ne faut pas se dire, voilà, j'ai créé une ONG, pourquoi ils viennent déménager et tout, etc. Carrément, nous, on est passé devant un tribunal. Et j'aurais dû, j'ai pas les vidéos et tout, peut-être que j'aurais dû te montrer. Et en fait, c'est limite, on était en train de se faire juger pour savoir si, du coup, on a le droit ou pas de prendre les enfants. Donc, quand le verdict est tombé, il fallait nous voir applaudir. On pleurait et tout, on dit, alhamdoulilah. Et tout. Et le lendemain, du coup, on a pu faire la pré-inauguration parce qu'ils ne voulaient justement pas qu'on fasse l'inauguration définitive parce qu'il manquait la cour, la clôture définitive de la cour. Et franchement, je me suis rendu compte en fait que c'est un pays protocolaire et c'est soit tu fais avec, soit tu laisses tomber. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites avec l'ONG. Avec toutes les connaissances que tu as pu acquérir aujourd'hui, si tu devrais recommencer ton parcours, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment? Forcément, parce que du coup, on a fait des erreurs, donc on a appris des leçons qu'on a faites. Après, il y a eu tellement de fautes de parcours, des choses comme ça, que je ne saurais pas te dire précisément quoi. Mais oui, s'il y a des choses que j'ai faites et sur lesquelles je devais revenir, il y en a certainement beaucoup, oui, que je ne referai pas de la même manière, parce que j'ai appris la leçon, tu vois. Ok. Et si tu devais donner un conseil aux jeunes en général qui te suivent ou qui nous suivent, qui veulent entreprendre ou créer quelque chose ou réussir quelque chose dans leur vie, toi, ça serait quoi? Lancez-vous. Vraiment, lancez-vous. N'attendez pas que les choses elles soient parfaites. N'attendez pas qu'on vous donne l'aval de quelque chose. Lancez-vous, ne serait-ce que, je ne sais pas moi, vendez de l'eau, vendez de la boisson, vendez quelque chose. En fait, l'image que vous avez de l'entrepreneur qui a réussi, qui arrive à générer de l'argent et tout, etc., ces personnes-là, elles viennent nous montrer une image une fois que c'est OK. C'est-à-dire le parcours, elle a été fait, on a sué, on a transpiré, on a pleuré, on a déprimé, on a tout fait ça. Maintenant, je viens de vous dire, j'ai réussi. Mais la réalité de la vie, c'est pas ça. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de difficile. Et moi, ce que je dis toujours, parce que j'en reviens toujours à ce que je transmets dans mon école, c'est que l'entrepreneuriat, en tant que musulman, c'est même l'école du tawakkul. Ça t'apprend à faire confiance en Allah. Contrairement au salariat, le salariat, quand tu travailles dans une entreprise, tous les mois, tu sais que ton salaire, il va tomber avec une somme définie à l'avance. À
récemment que tu as fait un congé maladie, que tu n'es pas venu et tout, etc. Si on t'a dit que tu allais avoir 5 millions à la fin du mois, tu auras ces 5 millions si tu es venu travailler. Donc, tu oublies même que cette source, en fait, d'argent, elle vient d'Allah. L'entrepreneur, il commence le mois à 0. C'est-à-dire, chaque mois, c'est des nouveaux défis, tu commences le mois à 0. Tu ne sais pas comment tu vas le terminer. Tu peux le terminer à 0, comme tu l'as commencé, comme tu peux le terminer à plus 10 000, à plus 20 000, et le mois d'après, rechuter à 0. Donc, ça t'apprend vraiment à ce côté un peu lâcher prise, tu vois. Et moi, je suis persuadée que j'ai des salariés, donc du coup, jamais de la vie, je ferai du coup le côté où je vais dénigrer les salariés, parce qu'on a tous besoin du coup d'être embauchés quelque part. Et même moi, c'est à travers mes activités salariales que j'ai acquis le plus d'expérience pour du coup pouvoir me lancer plus tard, du coup. Et je suis persuadée que, surtout pour les femmes, l'entrepreneuriat, pouvoir gérer son business, être en accord avec du coup son emploi du temps, pouvoir du coup avoir cette liberté de temps géographique, c'est le mode de vie qui nous convient le plus. Et je ne sais pas dans quoi vous voulez entreprendre, mais trouvez-le. Trouvez dans quoi vous voulez entreprendre et lancez-vous. Plus tôt vous vous lancez, plus tôt vous allez apprendre de vos erreurs et du coup, plus tôt vous allez acquérir du coup d'expérience. Hier soir, j'ai eu rendez-vous avec un entrepreneur qui génère des millions d'euros. Je lui demande la question, je lui dis comment on devient riche. Il me dit beaucoup de travail. Non, il me dit travail, persévérance et beaucoup de chance. Ouais. Genre pour dire qu'en gros, ça dépend pas de toi, le reste c'est Dieu qui va décider. Non, le reste ça dépend de Dieu. Et pour que ça dépende de Dieu, il faut simplement lui demander. C'est Allah qui donne. Ouais. Parce que je vois des entrepreneurs qui sont extrêmement riches, mais quand tu parles avec eux, ils sont archi cons. Et t'en vois qu'ils sont archi intelligents. Et qui réussissent pas. Ils réussissent pas. Ouais. Et des fois, c'est impossible d'expliquer. Ouais. Du coup, le podcast, il touche à sa fin. S'il y a des gens qui veulent te joindre au niveau de ton école ou intégrer ton école, comment ça marche? Alors déjà, il faut être une femme. Ici, on fait de la discrimination, désolé. Donc, l'école, tu mettras les réseaux. Donc, c'est l'Arkane Business School. Sinon, tu mets mes réseaux tout simplement. Donc, moi, c'est Nafanta D. Comme ça, on aura accès à toutes mes infos. Donc, l'ONG, la marque de vêtements et l'Arkane Business School. Et voilà. Et régulièrement aussi, je donne des conférences. Donc, tous mes programmes ne sont pas, on va dire, payants. Des fois, il faut rester à l'affût. Je donne des masterclass, des conférences gratuites. Et pareil, je vais bientôt lancer mon podcast aussi. Enfin, ça ne sera pas comme le tien, parce que du coup, nous, ce sera plus audio. Donc, à balancer sur les plateformes audio. Donc, je communiquerai aussi là-dessus. Donc, c'est un podcast qui a pour but d'aider justement à s'inspirer de gens qui nous ressemblent, de femmes dans la communauté qui sont du coup puissantes et à la fois soumises à leur créateur. Ok. T'as un mot de la fin ? Un mot de la fin pour dire, en tout cas, merci pour l'invitation et te dire que vraiment, je suis très, très fière de ton parcours parce que je t'ai vu un petit peu évoluer toutes ces années-là. Je sais que tu n'es même pas allé à 30% de ce que tu peux faire et que l'avenir, Inch'Allah, ça va être du lourd pour toi. En tout cas, qu'Allah t'accorde une pluie de baraka dans tout ce que tu fais et te préserve dans tes biens, dans ta santé et continue vraiment sur cette lancée-là parce que c'est très, très inspirant. Je pense que tu inspires même des personnes qui font 3-4 fois ton âge et ça, c'est pas négligeable, quoi. Merci, Inch'Allah. Voilà. Merci d'être venu et on se dit à bientôt. À bientôt. Ce contenu est produit par Starter Productions. Bonjour, permettez-moi de prendre un instant pour aborder un sujet crucial. Je suis Bassekou Djabi, le fondateur de Starter Productions, une société spécialisée dans la production audiovisuelle, dévouée à amplifier votre communication. Que vous soyez une entreprise en quête de nouveaux clients ou une institution désireuse de promouvoir ses activités, nous sommes là pour vous accompagner. Si vous aspirez à aller plus loin, notre équipe de Shams Communication peut concevoir une stratégie sur mesure pour accroître votre visibilité et propulser vos activités. Enfin, pour immortaliser vos moments personnels mémorables, tels que les mariages, Starter Events et à votre service. N'hésitez pas à nous contacter sur l'un de nos divers réseaux sociaux ou via WhatsApp au numéro suivant, le 00 224 627 94 25 59. Le 00 224 627 94 25 59.